je vais vous parler de mon thème de recherche. Surtout, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous dire que vous êtes pathologique, bien au contraire. Mon travail, on va dire, fait la promotion d'une meilleure compréhension des dérives en fait qu'on a dans le sport, notamment dans les sports de force, musculation, bodybuilding, powerlifting, et j'en passe. Alors, moi, ce que j'étudie principalement, c'est une symptomatologie qui s'appelle la dysmorphie musculaire. Ce sont des gens qui sont malheureux et qui développent, on va dire, un ensemble de symptômes à cause du fait vraiment qu'ils soient malheureux de ne pas être assez musclés et secs. Alors, on a donc du coup la peur de devenir gros aussi, assez musclé, la peur de montrer son corps, c'est-à-dire qu'on peut être très musclé mais on peut avoir honte de montrer son corps à la plage, à la piscine. On va éviter toutes les situations dans lesquelles on va s'exposer. Mais aussi, c'est quelque chose qui va être très associé aux troubles du comportement alimentaire. Pourquoi ne pas aller faire un resto? Ah ben non, parce que la diète, il faut absolument que je la suive, tu comprends? Je préfère ne pas aller voir mes amis et je préfère rester à la maison ou aller m'entraîner. Et ça peut être pour tout. Est-ce que tu viens avec nous faire un cinéma? Non, j'ai l'entraînement. Il y a vraiment quelque chose de strict. On n'est plus dans un sport structurant et bienfaiteur, mais dans un sport restrictif en fait. Donc, il y a aussi, on va dire, une grande partie qui correspond à tout ce qui va être la consommation anarchique, par exemple, de compléments alimentaires. Vous et moi savons très bien qu'il y a des posologies à respecter, et il y a des gens qui vont dépasser ces posologies. Moi, je l'ai personnellement vu dans les encadrements que je fais en musculation étudiante, des jeunes qui retournent prendre 5, 6, 7, 8 fois des pré-workouts pendant une séance. Pourquoi faire ça? Alors, dans mon exercice clinique aussi, je reçois des jeunes qui ont malheureusement eu des loupés avec le dopage. J'en avais un dernièrement qui s'était loupé avec du turinabol, qui n'avait pas fait de relance, qui était déprimé, qui ne savait pas comment faire. Voilà. Et lui, il voulait être musclé comme on va dire, comme ses modèles. On va les citer, mais on a tous des modèles. Donc, on a aussi, on va dire, quelque chose qui se développe sur une addiction à l'image du corps, toujours en référant à son corps. Et c'est pour vous montrer à quel point ça peut être compliqué. Le thème que j'étudie s'inscrit autant dans des problèmes, dans une symptomatologie qu'on peut dire au niveau psychique, de l'anxiété, la dépression, des tentatives de suicide aussi, parce qu'on n'est pas assez heureux, des comportements, surtout du comportement alimentaire, l'anxiété et la déprime que peut générer le fait de louper un entraînement. On a aussi tout ce qui va être des comportements de réassurance. Qui ne s'est jamais regardé dans un miroir? C'est normal. Après l'entraînement, on a fait la congestion, on est bien, on est content du travail accompli, on est un peu gonflé, c'est super. Le faire une fois, bon, ça va. Le faire 50 fois par jour ou par heure est quelque chose qui est pathologique. Les jeunes, ils n'arrivent pas à décrocher non plus de leur téléphone pendant qu'ils s'entraînent. Ils se prennent des barres sur la tronche, mais c'est pas grave, ils restent avec le téléphone. Mais aussi quelque chose, moi je trouve que personnellement c'est quelque chose qui me touche, parce que je les vois dans l'entraînement, c'est deux pôles de sportifs principalement. Le sportif qui va, on va dire le jeune ou l'adulte, n'importe, qui va venir à la salle de musculation, complètement séduit par il faut que j'ai un lifestyle pour structurer ma vie. Donc du coup, il vient, il n'a rien construit derrière. C'est-à-dire qu'il n'a pas de plan d'entraînement, il n'a pas de plan diététique, il a vu 2-3 mouvements sur internet, il va les imiter en salle, il ne demande aucun conseil, il se blesse, il ne revient pas. C'est-à-dire 1 an d'abonnement à la fenêtre avec 3 mois de pratique. Ou sinon, on a des gens qui vont pratiquer, mais qui vont ne plus réussir à prendre du plaisir parce qu'ils vont tellement être exigeants avec eux-mêmes qu'au final, ils vont avoir une perte de motivation. Ils ne vont plus réussir à prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Donc vous voyez que ce que j'étudie, la dysmorphie musculaire, c'est quelque chose qui est très complexe dans le sens où elle s'inscrit dans un ensemble d'interactions très vaste. Alors, pour vous parler de l'image du corps, je vous parlais un peu des modèles, des égéries, de ces gens qui sont, on va dire, notre idéal corporel. Et l'idéal corporel, il a toujours existé au temps mythologique. Alors la dysmorphie musculaire, j'appelle aussi le complexe d'Adonis, c'est quelque chose qui a été développé par Wilson J. Pop dans les années 90. Mais on fait vraiment l'apologie du beau, et du beau éphémère, quelque chose qui est un idéal de beauté, mais qui au final ne satisfait pas. Alors, pour vous faire aussi, on va dire, la petite parenthèse sur la puissance du muscle, l'histoire d'Hercule qui a fini par tuer femme et enfant parce qu'il était devenu fou avec cette puissance, on va dire que cette quête de muscle, au bout d'un moment, elle peut être destructrice. Alors, actuellement, on va dire que je pense que c'est peut-être quelque chose qui va plus nous parler. Des héros comme Arnold, Statham, Schwarzenegger, Rambo, tous ces gens-là qui ont pu construire, on va dire, notre idéal de petit enfant ou adolescent sur qu'est-ce qu'un corps d'homme pour les hommes, mais aussi qu'est-ce qu'un corps de femme. Désolé, la dysmorphie musculaire est très étudiée chez les hommes, désolé mesdames. Mais pour vous montrer à quel point c'est quelque chose qui peut s'inscrire très tôt dans le développement d'un enfant, c'est qu'on a fait des recherches, on s'est rendu compte
que la taille des jouets n'avait cessé d'évoluer depuis 30 ans. Je ne sais pas si vous voyez qui est Luke Skywalker, qui était dans l'étude du coup. Le jouet Luke Skywalker en 70, c'était quelqu'un qui était plutôt ectomorphe. Actuellement, quand vous le voyez sur les figurines, il est plutôt, on va dire, en maison en dos. Alors, pourquoi ce changement de gabarit? On a vu que, notamment, les jouets qui étaient plus musclés étaient estimés en meilleure santé par les enfants et les adolescents. Déjà dès petits, ils estimaient que le muscle était en fait garant d'une santé et de quelque chose qui était meilleur. Alors, pour vous montrer que l'internalisation de cet idéal corporel, il agit très tôt chez l'enfant. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'un idéal corporel? Alors, l'influence des médias, elle est encore prouvée aujourd'hui. Plus on expose les jeunes à des corps hyper musclés, et plus on voit que le niveau de musculature attendu est haut. Et plus on voit que derrière, ils sont déprimés. Parce que le décalage entre ce qu'ils voudraient avoir, parce qu'ils voient ce que, on va dire, quelqu'un d'autre a, et ce qu'ils ont eux, mais cette différence-là, ça génère chez eux une grande souffrance. Et cette souffrance, c'est la dysmorphie musculaire, c'est ce que j'étudie. Peut-être Instagram, Snapchat, tous ces médias, on sait qu'ils vont avoir un impact qui est non négligeable sur nos attentes corporelles. Pourquoi devons-nous avoir tel corps? Pourquoi devons-nous avoir tel taux de masse grasse? Mais c'est quelque chose qui est véhiculé. Ces messages-là sont véhiculés par une constellation du coup, de personnes, et je vais te laisser la parole Benjamin pour développer sur cette notion qui est le feed game. C'est l'occasion pour, on va dire, une constellation de personnes, d'entités, de véhiculer des messages que nous allons internaliser, qui vont avoir des conséquences chez nous. Alors, juste, je vais faire une petite parenthèse sur quels sont les messages qui sont véhiculés. Les études ont montré que principalement, les 7 messages qui ressortaient, c'était une diète stricte, un entraînement sérieux, croire au bienfait d'être plus musclé, l'encouragement à être le plus énorme possible, stigmatisation des corps jugés comme non musclés secs, proscrire les activités pouvant nuire au lifestyle, mais aussi la nécessité de consommer des compléments alimentaires pour prendre du muscle. Ce sont les 7 messages qui ressortent d'une étude, on va dire une très grosse étude sur tout ce qu'on pouvait rencontrer sur les plateformes de type pro-musculation. Mais là, on va dire, du coup, on va rattraper avec Benjamin, notamment au niveau du feed game, c'est qu'est-ce que la musculation? Est-ce que la musculation est juste un sport? Savoir qu'on ne sait pas encore si on la définit comme un sport. Ce que nous pratiquons, est-ce que c'est juste un sport? Ou est-ce que c'est un style de vie? Est-ce que c'est le fameux lifestyle, hein? Donc, savoir qu'actuellement, c'est un sport qui est en vogue. Vous voyez aujourd'hui au salon, on est toujours plus nombreux chaque année. On a plus 5% en 2016 sur 5,46 millions d'inscrits en salle de fitness. C'est énorme. Vous voyez un peu l'importance. Donc savoir, est-ce que la musculation est un sport à part entière ou est-ce que c'est la sacralisation d'un mode de vie? Est-ce qu'on se jette un peu à corps perdu dans cette pratique? Alors pourquoi? Est-ce que c'est un besoin de réassurance? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous donne un cadre, qui nous donne des repères, qui nous donne aussi un sentiment d'appartenance. On arrive à s'identifier en groupe. Regardez, on fait partie de telle communauté, par exemple. Telle personne, je suis telle personne, je pratique tel programme. C'est quelque chose qui nous permet de nous regrouper. Donc c'est aussi des croyances. Si je pratique comme ça, je suis honnête avec moi-même. C'est-à-dire que je suis sain. J'ai l'impression d'être réglo envers moi-même. Donc du coup, on va dire ces messages que je vous ai exposés là, ils sont omniprésents dans le feed game. Et c'est ce que je vais laisser Benjamin développer du coup sur le fait qu'après, du coup, est-ce que nous sommes pathologiques? Est-ce que le feed game a du coup des conséquences sur nous? Peut-être, peut-être pas. Ça dépend de tout le monde. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'affiner la description de la dysmorphie musculaire pour essayer de voir avec plus de précision qui sont les gens qui sont en danger. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment celui qui va pratiquer d'une manière assidue ou est-ce que c'est celui qui va venir à la salle et pratiquer d'une manière déstructurée et qui va se sentir mal? Alors, est-ce que aussi il y a quelque chose à faire au niveau prévention? Parce que moi, je travaille sur ça, l'INSERM, sur la prévention. C'est se renseigner des fois sur les sources d'informations officielles, éviter la neuroscience, c'est quelque chose qui pullule sur Internet quand même, comprendre la physiologie de l'entraînement et ne pas imiter sans savoir. Combien sont à la salle ne connaissent pas un seul muscle ou on va dire un seul principe de filière anabolique par exemple, de filière aérobie, anaérobie. Tout ça, c'est quelque chose qui leur est étranger. Moi je recommande souvent les livres, on va dire, les traditionnels de Venson, Gandhi, de Lavier. Même Cario, c'est des choses que je véhicule tout le temps à la salle, je les ai toujours avec moi. Je donne aussi le rapport de l'ANSES, c'est quelque chose d'important, il a été beaucoup critiqué, mais il est très pertinent ce rapport de l'ANSES. Et ce que je fais beaucoup, c'est apprendre à adapter sa pratique à ses particularités.
C'est-à-dire que là où je travaille, il y a, on va dire, une pluralité de personnes et de corps et de demandes, et c'est quelque chose à essayer de développer, c'est pourquoi tu pratiques, est-ce que tu te fais du bien et comment te faire du bien. Et ça, effectivement, ça dépend d'une notion, le fit game, que je te laisse développer, que j'ai bien trop peut-être spoilé. Merci beaucoup.